Bienvenue Manuel Carcassonne. Vous étiez critique littéraire, directeur littéraire chez Grasset, directeur adjoint. Vous êtes maintenant directeur général des éditions Stock et vous venez ici nous parler du Retournement, ce livre qui est ici, que j'ai lu avec infiniment de plaisir. C'est une histoire familiale, vous employez le terme d'histoire familiale, page 140, une famille au sens large, famille et belle famille, et vous mêlez à l'histoire des réflexions développées, percutantes, profondes, sur la définition de la judéité, également des réflexions sur l'histoire, la géographie, la politique, en particulier sur la Jérusalem du Comtat, donc la Provence, une partie de votre famille, et sur le Liban, patrie de Nour, qui est le double littéraire de votre épouse. Vos références sont multiples, je ne vais pas toutes les citer, Gershom Scholem, Martin Buber, Bernard Lazare, Béni Lévy, Blanchot, il me faudrait 10 minutes. J'ai beaucoup aimé la citation liminaire de Groucho Marx, paradoxal, provoquant, peut-être vous l'expliquerez. Et l'expliquerez-vous. Et je dirais que dans votre livre, il y a comme fil rouge l'idée de la dualité, c'est-à-dire l'autre en vous, et ce couple brisure-couture. Couture est un mot qui revient souvent. Et j'ai voulu lire un peu par jeu dans un mot que vous employez, un mot qui est le titre d'un chapitre, c'est-à-dire Olim Judeus, qui s'applique à vous et qui s'applique aussi, d'abord à l'un de vos illustres parents, Olim Judeus, donc en latin, qui fut autrefois juif. Olim, c'est autrefois un verbe latin. Mais je disais, je suis joueuse, et la dualité est quelque chose qui habite votre livre. Olim, c'est aussi un mot hébreu. Olim, c'est celui qui a fait son alia, c'est les citoyens du retour. Il me semble que ça fait sens avec votre livre et votre démarche. Enfin, le docteur Freud, que vous citez aussi, on dirait sûrement beaucoup de choses. C'est à vous. Et peut-être dans une seconde, avant de vous laisser la parole, j'aimerais inviter les auditeurs à visiter le site de notre cercle de généalogie. Qu'on indiquera. Voilà, que nous indiquerons. Et puis, et nous rejoindre, pourquoi pas. Nous sommes riches de documents et de chaleur et de présence humaine. C'est à vous, Nathalie. Merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, c'est toujours agréable d'être lu, en général, et d'être bien lu, parce que vous avez tout à fait souligné ce que ce Olim Judeus pouvait avoir, disons, d'intéressant dans ce livre, mais aussi, disons, d'intéressant pour les autres. Je suis très heureux d'être là. Je suis désolé d'être un peu en retard. C'est une journée un peu chargée parce que, après la période extrêmement agréable pour moi, je suis obligé de le dire, du confinement, qui m'a valu pour la première fois de ma vie de ne pas travailler pendant 3 ou 4 mois et de travailler donc à ce livre et pratiquement à des recherches qui m'ont pris beaucoup de temps, enfin même beaucoup plus de temps que ça a été une période d'accélération. Je dirais qu'aujourd'hui, voilà, je suis de nouveau rattrapé par la réalité de mon métier d'éditeur et je cours un peu partout là en France pour vendre notre rentrée littéraire à des libraires. Pour revenir à ce livre, j'étais très étonné, je le dis franchement, d'être invité ici, flatté mais étonné, puisque c'est un livre sur le judaïsme en partie, sur l'identité, sur cette combinaison d'identité qui m'est chère et qui doit beaucoup à la belle phrase de Romain Gary, nous sommes tous des additionnés. Vous savez que Romain Gary, juif bien sûr lui-même, est transporté à travers des pays, à travers la guerre et la résistance, a beaucoup parlé de la nécessité de combiner des identités différentes et surtout de n'en refuser peut-être aucune. Moi, et je reconnais que c'est un point de vue qui peut-être choquer, volontairement, dans ce livre, tenu la guerre et la Shoah relativement à distance. Alors, pour une raison qui m'est personnelle,
qui a beaucoup trait à ma mère, dont il est pas mal question dans le livre, qui a 93 ans et qui a vécu toute la guerre en enfant caché à droite et à gauche, à Chambéry, à Saint-Paul-de-Vence, à Lyon, puis pour finir en Suisse. Ma mère, même si elle ne s'en rend peut-être pas compte, a beaucoup parlé de la guerre. Moi, on ne m'a pas beaucoup transmis de choses de ce point de vue-là. Du point de vue du judaïsme, c'est prendre aussi le sujet du livre. Mais elle m'a beaucoup parlé de la guerre, non pas comme une période heureuse, je dirais pas jusque-là, mais comme une période où elle a acquis une certaine autonomie de jeune femme, de jeune fille, elle devait avoir 14 ans, 15 ans, et une période finalement où elle n'a pas vu autour d'elle l'action même de ce qu'il y a eu de plus terrible. Et l'histoire des Juifs du Comtat venessin, que je raconte en partie dans ce livre, puisqu'il raconte en partie l'histoire de ma famille paternelle qui recoupe celle des Juifs du Comtat venessin, c'est une histoire qu'André Schwarzbart lui-même, dans Le Dernier des Justes, appelle une histoire heureuse. J'y reviendrai. Donc, en fait, d'une certaine manière, généalogiquement, puisque nous sommes ici accueillis par Centre de généalogie juive, généalogiquement, je me rattache plutôt à cette idée sinon du bonheur, mais en tout cas d'un passage des siècles sans les atrocités marquées auxquelles le mémorial de la Shoah renvoie, évidemment, pour la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que j'ai sans doute voulu faire dans ce livre, qui, je reconnais, est un peu spécial, c'est me réapproprier donc une mémoire qu'on ne m'avait pas enseignée. Et je me la suis réappropriée à une occasion très particulière. Alors, je ne voudrais pas monologuer, hein, mais si vous me dites, quand je monologue trop, vous m'interrompez, parce qu'il n'y a pas de problème. Ça va me rappeler toutes les vidéos que j'ai vues de Benny Lévy pour ce livre. Donc, ce que j'ai voulu faire dans le retournement, c'est en fait de m'apprendre à moi-même quelque chose qu'on ne m'avait pas appris. D'où la phrase de Groucho-Marx à laquelle vous faites allusion et que je cite dans l'exergue du livre, c'est-à-dire, il ne faudrait quand même pas me tromper, hein, je cite exactement, mais, parce qu'elle est assez drôle. Pourquoi ferais-je quelque chose pour les générations suivantes qu'ont-elles donc fait pour moi? Donc cette phrase assez drôle de Groucho-Marx dit qu'elle est drôle, elle est sérieuse, parce qu'au fond, on fait des choses pour les transmettre. Alors, particulièrement si on parle de généalogie, on fait des choses pour les transmettre, mais que vont effectivement faire les générations suivantes pour nous? Moi, j'ai pris cette phrase, si j'ose dire, un peu à pied de la lettre, et je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose, je le dis dans le livre à plusieurs reprises, pour les générations qui m'ont précédé. Je vais m'occuper d'elles, je vais lire sur elles, je vais me documenter, alors à la fois sur la zone proche qui est parents, grands-parents, gens que j'ai même parfois connus, comme ce merveilleux personnage de Roger Carcassonne, qui était sénateur socialiste des Bouches-du-Rhône, qui a habité toute sa vie à Salon-de-Provence et qui s'est rendu compte qu'il était juif pratiquement uniquement pendant la guerre, quand il a dû fuir, il était avocat, laisser sa charge d'avocat à un ami chrétien qui lui a d'ailleurs rendu tout à fait, je crois, très bien après la guerre, et il a dû fuir à droite et à gauche, c'est-à-dire cette irrémissible de l'être juif, pour citer une très belle phrase d'Emmanuel Lévinas, que je cite beaucoup, cette irrémissible de l'être juif, c'est ceci qui vous rattrape quand bien même vous pensez en être loin. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que dans le milieu dans lequel je suis né, c'est un milieu très précis, je dirais, c'est vraiment un milieu juif, laïque, assimilé, sans beaucoup de transmission, avec très peu de connaissances de la religion, mais avec néanmoins, ou en tout cas c'est mon point de vue, et je le défends, un sentiment en tout cas de l'identité, du judaïsme comme civilisation, mais aussi comme préoccupation. J'ai à ce point-là, puisqu'on est une fois de plus dans la généalogie, peut-être un désaccord avec mon frère aîné Philippe, qui a un point de vue très différent là-dessus et qui estime que j'ai beaucoup exagéré le rôle de ce judaïsme dans la famille, qu'il existe pour moi, à la limite, ça me concerne. Mais c'est vrai que j'en rebats les cartes pour la famille. Moi, j'ai toujours entendu dire
j'ai toujours entendu dire que le judaïsme était important pour mes parents, et j'ai toujours entendu dire qu'il était lié à des épisodes de leur vie. Généalogiquement, c'est des épisodes de carrière, des épisodes de vie professionnelle, des épisodes même d'amitié. La plupart de leurs amis, une grande partie de leurs amis étaient juifs. Et je me souviens très bien d'un déjeuner, on a dîné à la maison, j'étais enfant. Mon père était donc, dans cette partie en tout cas, de sa vie diamantaire, qui est aussi un métier qui a quand même beaucoup de rapport avec le judaïsme. Et il recevait des amis de New York, qui étaient dans les pierres précieuses, et des amis parisiens, dont je peux vous dire le nom d'ailleurs, les Jepner, une pensée pour eux, qui est une famille qui était très, très petit-fils de rabbin, etc. Donc là, on était vraiment dans la tradition. Et il se trouve qu'ils ne parlaient pas bien l'anglais. Donc, ils s'étaient un peu embêtés, parce que ceux de New York ne parlaient que l'anglais, eux ne parlaient pas bien l'anglais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là ont parlé en yiddish. Parce que les Jepner venaient d'Alsace et des pays de l'Est, et nos amis américains, dont j'ai oublié le nom à l'instant, venaient aussi de l'Est. Et donc, ils ont trouvé une langue commune dans ce yiddish. C'est dire quand même que dans une famille parfaitement comme ça, voilà, bourgeoise, juive, assimilée et laïque du 16e arrondissement où nous habitions, près du Trocadéro, eh bien, la langue qui a été tout d'un coup quand même parlée à ce dîner était des bribes de yiddish. Mon père allait souvent en Israël, à la fois pour le travail et par plaisir, pas souvent, pas tout le temps, mais souvent. Et j'ai un souvenir d'enfance lié à la généalogie. On va garder la généalogie comme métaphore de notre rencontre ce soir. Eh bien, enfant, j'avais accompagné mon père au musée de la diaspora. Alors, vous vous souvenez peut-être du nom en hébreu, j'ai un trou de mémoire. Beth Assophot, voilà. Et j'étais vraiment enfant, hein, je devais vraiment avoir 9 ou 10 ans, peut-être 11 ou 12 maximum. Et je me souviens d'un gros ordinateur dans lequel on entrait le nom de famille, qui pouvait être un nom de communauté hein, parfois, et qui vous recrachait des informations. Alors, je me souviens très bien que mon père avait mis le nom de ma mère, et puis il n'en est pas sorti grand-chose, famille alsacienne, probablement avec moins d'historique marqué, documenté, et puis c'est l'Est, il y a eu beaucoup de destruction, d'archives, beaucoup de choses. Bon. Et puis il a mis Carcassonne, et il en est sorti plein de papiers. Alors j'étais tout à fait fasciné. Et ces papiers racontaient, l'ordinateur devait avoir accès à une base de données, un peu l'histoire des Juifs du pape. Et j'ai vécu inconsciemment, puis plus consciemment quand j'ai fait beaucoup de recherches pour ce livre, l'idée que ces Juifs du pape, alors ne me demandez pas pourquoi inconsciemment j'avais cette idée, comment passent les choses dans la famille, comment les conversations sont entendues par les enfants, comment, quand on est enfant, on interprète aussi des choses qui sont même de l'ordre du non-dit, les livres de la bibliothèque de mon père, ce qu'il lisait et regardait à ce sujet, les cousins que nous allions voir à Marseille, les cousins Vidal-Naquet, que j'ai retrouvé récemment un peu par hasard à Marseille, une espèce de bourgeoisie extraordinairement française à mes yeux, extraordinairement assimilée, mais néanmoins juive, et qui renvoyait plutôt à une idée un peu de ne pas avoir été trop inquiété. Et cette idée a vécu en moi, je pense qu'elle a vraiment vécu en moi, puis un beau jour elle est ressortie quand j'ai voulu faire ce livre. Pourquoi j'ai voulu faire ce livre, qui est un peu singulier? Parce qu'en fait, en 2013, après une assez forte dépression, classique, je dirais, voilà, je changeais de travail, je reprenais stock qui était très, 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 très prenant, j'avais un divorce désagréable et j'étais fatigué. Alors, quand on est fatigué, parfois, il faut un peu se mettre au vert. Là, j'étais mis au vert pendant un petit moment, pas très longtemps d'ailleurs. Et puis, j'arrive sur ce lit d'hôpital, un peu fracassé, et puis, pourquoi je dis ça? Le médecin arrive, psychiatre, il s'assoit, il me dit alors ça ne va pas. Et au lieu de lui dire, bah non, ça, je ne sais pas quoi, ça ne va pas, j'ai divorcé, ou ça ne va pas, j'ai trop de travail, ou ça ne va pas, je ne sais pas quoi, je lui réponds, ah docteur, merci d'être là, il faut que je vous dise que je suis d'origine juive. Pourquoi est-ce que j'étais lui dire ça? Et là où il était très drôle, ce docteur, c'est qu'au lieu de dire, voilà, là, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Il m'interrompt, il me dit, qu'est-ce que ça veut dire d'origine? Alors je m'interromps, et tout d'un coup, comme Louis de Funès, apprenant que son chauffeur, Salomon, dont Rabbi Jacob est juif, je me recule sur ce lit, j'étais quand même
vraiment sur un lit d'hôpital de service quand même psychiatrique, tout de même assez sérieux. Je me recule sur mon lit et je le regarde, je dis « Ah, vous avez raison, je suis juif. » Et en fait, un ami m'a fait remarquer après que peut-être le mot important n'était pas tant le mot juif que le mot origine. Ce qui n'est pas bête. Parce que je pense que quand j'ai dit je suis d'origine juive, mon cerveau s'est arrêté sur juif, mais c'est peut-être sur origine qu'il aurait fallu s'arrêter. Et finalement, ce que ce livre essaye de montrer, de manière un peu brouillonne, c'est ce bouillonnement des origines, mais c'est aussi cette obsession des origines. Donc j'ai voulu plonger dans effectivement ce qui pourrait apparaître un peu comme un puits généalogique, où je me suis enfoncé avec beaucoup, il faut vous mettre à ma place parce que je suis assez ignorant de pas mal de choses, beaucoup de courage, hein, d'une certaine manière, et d'abnégation, parce que j'ai vraiment dû énormément faire attention à ne pas dire de bêtises, en même temps que je voulais écrire un livre littéraire, parce que je suis littéraire, c'est toute ma vie, mais aussi parce que je voulais que ce soit pas un livre d'historien, je ne suis pas. Je n'ai pas la légitimité d'historien ni de sociologue des Juifs du pape. Donc il fallait que je fasse un livre qui rattache mon histoire personnelle à cette histoire collective. Et qu'est-ce qui m'a aidé ensuite à faire ça? Eh bien, paradoxalement, mais là, ça va peut-être vous étonner un peu, c'est la rencontre avec un peu mon double inversé, parce que un peu comme ça que je le vois, c'est-à-dire quand je suis sorti de cette pénible station de coucher, j'ai rencontré progressivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas passionnant ici, mais une femme dont je suis tombé progressivement amoureux, que j'ai épousée. Tout ça est très nickel, vous n'avez pas à vous inquiéter, nous avons même un enfant qui a 4 ans et demi, et il se trouve que cette femme est libanaise. Elle est chrétienne libanaise, et très exactement, ça a son importance surtout pour la généalogie grecque catholique de rite melkite. Les Grecs catholiques sont un schisme de l'Église orthodoxe à un moment donné, et son aïeul, elle a un aïeul qui a été patriarche des Grecs catholiques et qui a construit une église, l'ai-je appris après, qui se trouve à Marseille et qui se trouve à 700 mètres du domicile de mes grands-parents de l'époque. Donc finalement, ce double inversé m'a mené à me réveiller juif, comme je le dis, c'est-à-dire à comprendre à travers le dialogue de ces minorités, à travers, finalement, moi je m'intéresse aux choses au sens où je déteste voyager idiot. Et par exemple, donc du coup, j'ai été bien sûr tous les ans au Liban, et la proximité avec Israël, la complication, on pourrait revenir, du traitement du judaïsme, l'éradication de la communauté juive au sens propre du terme, parce qu'il y a pratiquement plus de juifs qui se déclarent, en tout cas en tant que tels, et plus de synagogues. Il y en a une à Beyrouth qui est assez belle, qui est très bien entretenue, mais il y en avait 22. L'été dernier, c'est-à-dire pas l'été 21, mais je pense que l'été 20, j'ai été visité, donc après, non, c'était l'été 21, l'été 20, il y avait l'explosion, l'été 21, j'ai été visiter je l'ai rajouté une extrémiste dans mon livre, j'ai été visiter la synagogue de Beyrouth, j'ai enfin réussi à la voir, mais surtout le cimetière, vous voyez par exemple, c'est un endroit incroyable, le cimetière juif qui doit être littéralement millénaire, de Sidon, de Saïda, pardon. Il y a 2 Sidon anciens. Saïda, qui est une ville qui, vous savez, a été constamment reprise par les Israéliens d'un côté, les Palestiniens, etc., qui aujourd'hui est une ville très ignorante, comme souvent, malheureusement, dans les pays arabes, de son passé archéologique. Et là, grâce à un monsieur très gentil et très, très généreux, il nous a fait entrer dans ce cimetière, où j'ai découvert, je le savais, il y a 350 tombes apparentes, en me disant combien il y en avait en dessous, combien il y en avait à côté. Vous voyez, c'était complètement en friche. En plus, on n'osait quand même pas mettre les pieds partout parce qu'il y avait une chaleur de bête, pas mal de serpents dans ce genre d'endroit quand il fait 40 degrés. Et puis après, de manière assez incroyable, j'ai pu entrer dans la synagogue qui est complètement évidemment désacralisée et qui est habitée, ironie de l'histoire, par une famille de réfugiés palestiniens. Et cette synagogue, on voit encore les murs, on voit encore les étoiles, David, on voit encore vraiment, toute la structure existe. Donc ce passé qui ne passe pas, cette absence, si on est un peu attentif, cette absence qui
qui se joue, qui se lit, qui se voit. Ces paroles, parfois, je ne dis pas tout le monde, hein, je ne suis absolument pas dans l'idée que tout le monde a un problème avec ça, mais certains de nos interlocuteurs, parfois, avaient un peu un problème avec le judaïsme, en tout cas avec Israël, ça c'est certain, mais ça c'est le cas de pays qui sont malheureusement en guerre, mais avec le judaïsme, ça arrivait aussi. Certaines paroles, certains actes, certains endroits m'ont vivement impressionné, mais m'ont aussi poussé à imaginer ce que c'était que ce dialogue des minorités impossible, ce que c'était aussi que de disparaître de l'histoire. Parce que finalement, là, il y a une disparition, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs du monde arabe, mais cette disparition renvoyait aussi au fait que j'avais été très frappé un peu plus tard dans ma vie, un peu quand j'étais jeune homme, j'ai été la voir, par exemple, de la petitesse de la synagogue de Carpentras, qui est la principale synagogue, vous savez, du judaïsme du comtat de Messa. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce concept, ce sont des juifs qui ont été extraordinairement fixes dans l'histoire des siècles, protégés, alors qui venaient du Languedoc d'un point de vue historique et géographique, c'est vrai pour beaucoup de familles du comtat vénissin. Le nom de Carcassonne était, enfin, voilà, c'est pas pour rien que c'est un nom de ville et c'est une ville du Languedoc. Ces juifs du Languedoc ont ensuite glissé vers le comtat vénissin et puis ces 4 villes, Cavaillon, Carpentras, Avignon, l'Île-sur-la-Sorgue, ont formé comme un quadrilatère qui les a abrités pendant très longtemps et qui, d'une certaine manière, les a protégés. Car, j'insiste là-dessus, même si je ne suis pas du tout, évidemment, spécialiste comme certains historiens, il n'y en a pas beaucoup, hein, le sont, il n'y a quand même pas des grands drames. Il y a des déplacements, des départs, parfois des départs volontaires, il y a des exils vers la Sardaigne, vers l'Empire ottoman à une certaine époque, vers des territoires plus accueillants, mais davantage pour des raisons économiques. Si vous voulez. Par exemple, j'ai retrouvé des traces de Carcassonne en Sardaigne. Alors ça m'a absolument fasciné. Il y en a aussi dans l'Empire ottoman, il y en a en Italie, mais ce n'est pas des départs massifs. Cette population, elle va rester à peu près dans une jauge de 2000 à 3000 personnes pendant très longtemps. Et les descriptions qui existent, que j'ai lues, du ghetto, enfin de ce qui a été à un moment donné le ghetto à Carpentras, le quartier juif de Carpentras, par exemple, reflètent pas une grande misère. Il y avait une situation, bien sûr, d'enfermement, mais une situation d'enfermement dont les gens vont sortir assez vite. Et on n'a pas les actes notariés. C'est l'avantage d'avoir probablement là, dans ce coin, eu assez peu de drames, c'est un peu de disparition aussi d'archives, il y a beaucoup de papiers sont restés. Hein. Donc les historiens, je ne vais pas vous assommer avec les historiens, mais j'en cite quelques-uns dans le livre, qui sont un peu des spécialistes, hein, vraiment, que je ne suis pas, qui ont été aux archives, etc. Mais il y en a surtout 2, qui sont Daniel Yankou et son mari Carole Yankou, qui ont travaillé là-dessus, et ils ont travaillé sur les actes notariés, et on sait par les actes notariés qu'il y avait une assez belle opulence des familles juives du comtat vénissin et des familles juives aixoises, etc., au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et que tout ça a été vivait assez librement avec la possibilité d'avoir des domestiques, des capacités de voyager parfaitement librement, etc. J'étais en partie fasciné, par exemple, par la foire de Beaucaire, qui était une très grande foire au Moyen-Âge, et où j'ai imaginé, j'ai fabulé que des ancêtres s'étaient rendus depuis je ne sais où vendre des draps. Mon grand-père était drapier, mon grand-père avait un magasin négociant textile à Aix-en-Provence. Donc j'imaginais que, voilà, il y a très longtemps, il y avait un ancêtre qui est là avec ses draps, des chevaux, machin, et qui les vendait, vous voyez, à l'Orient, puisque tous les marchands orientaux venaient là, passer par le fleuve, en fait, avec des barges, et amener les marchandises vers des ports comme Marseille, par exemple, et repartir vers l'Orient. Ça, on le sait, c'est documenté, il y a des travaux là-dessus que j'ai consultés, et on sait aussi que les Arabes de l'époque musulmane, qui n'avaient pas le droit de mettre les pieds parce que c'était des terres impies, eh bien, ils demandaient à, par exemple, des chrétiens, justement, de ce qui était le Liban, qui n'existait pas en tant que tel comme aujourd'hui, mais qui était cette partie-là, et aussi, par exemple, à des Grecs, aussi de venir, donc il y avait beaucoup de circulation. J'ai trouvé
cette période absolument fascinante. Et je ne suis pas du tout un bon historien, mais j'ai été tellement fasciné par la période, par, si vous voulez, la circulation des idées, des gens, particulièrement, par exemple, par tout ce qui est l'arc judéo-andalou, dans la manière dont il contamine aussi cette région, parce que une fois de plus, les gens se déplacent, donc beaucoup de gens viennent d'Espagne, mais pas que au moment des grands départs, évidemment, que l'histoire a retenu, mais aussi, en fait, un peu tout le temps. Hein. Par exemple, Maïmonide, qui est un nom qui vous est, je pense, connu, Maïmonide va être traduit par les rabbins Lunel et par la dynastie des Thibonides. Or, ce sont des gens qui viennent d'Espagne, qui vont s'installer dans toute cette région. L'un d'entre eux, j'ai un peu oublié les prénoms maintenant, mais l'un d'entre eux, d'ailleurs, finira sa vie à Marseille, etc. Et Maïmonide leur écrit des lettres, elles existent, elles sont publiées, l'épître au rabbin Lunel, il s'émerveille, alors qu'il savait quand même beaucoup de choses, alors il leur fait des compliments incroyables, il s'émerveille de leur science, de leur érudition, de la circulation des idées dont ils rendent compte, etc. Moi, je suis un peu un nostalgique, si vous voulez, du dialogue, au sens où je trouve que notre période actuelle permet très très peu de dialogue et que les gens sont très vite crispés sur leur position, leur existence, leur identité. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est qu'en plongeant dans ce bain historique et géographique, on retrouvait paradoxalement des périodes de beaucoup plus grand dialogue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour prendre une chose très concrète, hein, il n'est donc pas possible, bien sûr, d'aller du Liban vers Israël ou d'Israël vers le Liban. Moi, j'ai été au sud du Liban, entouré par les drapeaux du Hezbollah, et je ne peux pas passer. Il y a un mur, c'est gardé. Bon, vous pouvez passer, mais c'est à risque, au risque et péril. Et à l'époque, ben non, ce n'était qu'une seule et même région dans laquelle le commerce, justement, était florissant, dans laquelle les gens allaient et venaient, etc. C'est vrai que l'un des points donc, de départ aussi, de déclic psychologique de ce livre, en dehors de la scène que je vous ai racontée, est une scène peut-être plus comique, où ma femme, donc, que j'appelle Nour dans le livre, parce que je m'amuse un peu à la romancer, à la réimaginer un peu autrement, d'abord c'est plus agréable pour elle, et puis c'est plus amusant pour le lecteur. Elle me dit, mais ça c'est dans la réalité, nous allons en fait passer une partie de l'été dans un village qui s'appelle Rachaya al-Wadi et qui se situe sur les contreforts du mont Hermon. Le mont Hermon est un mont biblique, un mont présent dans la Bible, et qui est très exactement de l'autre côté du plateau du Golan. Et donc, il est tripartite, si j'ose dire, il est libanais d'un côté, israélien de l'autre, syrien de l'autre. Et c'est un très bel endroit, c'est très beau, c'est à 1500 mètres d'altitude, il y a une vue magnifique, mais on est extrêmement proche de toutes les zones de conflit. Et donc, effectivement, c'est déjà que de temps en temps, on entend un peu des missiles passer. En particulier pendant la guerre, là, en Syrie. Et ma femme me dit tout à trac, alors que nous visitons de manière traditionnelle le petit cimetière de ses grands-parents maternels qui, eux, sont grecs orthodoxes, elle me dit tout d'un coup, « Ah, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée que tu sois enterré ici ?» Alors, ça m'a fait un choc, un double choc. Le premier choc, c'est que bon, je n'ai peut-être pas très envie d'être enterré tout de suite. Je n'ai quand même pas encore dépassé la soixantaine, donc je me dis, bon, j'espère pouvoir vivre encore un peu. Et le deuxième choc, c'est ce choc beaucoup plus profond et réel, hein, je ne vous mens pas, un peu un choc identitaire, si vous voulez. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, mais si j'accepte sa proposition, parce que pour des tas de raisons, elle est assez possessive, je vais me retrouver loin de chez moi. Et puis je me suis dit, comme dans cette histoire juive, mais chez moi, c'est où? Est-ce que chez moi, c'est au métro Vavin, où effectivement je descends tous les matins pour aller au bureau? Est-ce que c'est au cimetière Montparnasse, où normalement m'attend une aimable concession? Est-ce que c'est, pourquoi pas, dans ce cimetière, donc des contreforts du mont Hermon, où j'aurai une vue absolument sans équivalent sur Israël qui n'est pas loin, et je me suis imaginé mes propres ancêtres, très lointains, venir, puisqu'on sait qu'ils sont, alors, que ce soit mes ancêtres, c'est plus discutable, en tout cas, qu'après la chute
second temple, du temple, enfin la deuxième chute. Après cette chute, on sait que l'empereur Adrien a fait en sorte que tout le même disparaisse dans une diaspora qui est finalement la plus terrible qu'il y ait eu. D'ailleurs, dans un très beau texte, Martin Buber appelle cet épisode vraiment le schisme qui va couper le judaïsme de sa racine. En tout cas, c'est Martin Buber dans un texte, je crois que ça s'appelle Le judaïsme et l'Orient, que je cite aussi un peu dans mon livre. Et j'imaginais, je fabule complètement parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de traces, les gens remontaient par la côte et passaient non loin là, des contreforts du mont Hermon, s'arrêter. Bon, on sait, ça de manière documentée, qu'il y a autour de cet endroit, j'ai regardé, j'ai vérifié, des villages dans lesquels il y a eu beaucoup de traces de présence juive dans des périodes beaucoup plus anciennes, évidemment, présences qui sont soit complètement éradiquées, soit ignorées. Il ne faut pas voir, parce que bon, sur ces questions difficiles, on a toujours un peu des a priori, et moi aussi j'en ai. Mais un jour, par exemple, je vais dans la assez jolie ville d'Er El Hamar, qui est une ville qui est un peu aujourd'hui moitié chrétienne, moitié druze. Bon, on sait qu'il y a eu des juifs à Der El Hamar pendant des siècles, parce qu'ils ont aussi beaucoup aidé à construire un palais qui est proche de là. Et je visite l'hôtel dans lequel on était, qui est un peu rafistolé, avec des très vieilles pièces. On sent que c'est un endroit qui a passé. Puis tout d'un coup, je me trouve dans une pièce voûtée, assez belle, et je dis, mais qu'est-ce qu'il y avait là? Et le patron de l'hôtel, qui était très sympathique, qui était gentil, me dit, ah, mais là, ah oui, c'est très intéressant, là, il y avait une synagogue, j'en ai fait une pizzeria. Donc, si vous voulez, bon, évidemment, ça m'a un peu choqué, mais l'idée, c'est que le passé, en fait, va disparaître. Et moi, ce que je voulais voir aussi, c'est comment, en fabulant un peu, je pouvais basculer dans ce passé pour que, d'une certaine manière, il ne disparaisse pas, en tout cas pour moi. C'est là où je rejoins la phrase de Groucho Marx du début, c'est-à-dire qu'au lieu de m'adresser peut-être à mes enfants, dont je ne sais pas très bien si ça va beaucoup les passionner, je m'adresse, ça, Marc-Alain Joaquin, qui a fait une bonne émission avec moi, non pas c'est pas moi qui suis bon, mais lui, il a compris que je m'adressais à l'enfant que j'étais, l'enfant qui est sur la couverture de ce livre, qui est l'enfant que j'étais, effectivement, déguisé en juge, comme mon père, qui a été magistrat à un moment donné, mais je parle aussi à mes propres ancêtres. C'est-à-dire que je leur parle à travers le temps, comme si ils étaient comme vous dans la pièce. Et il y a des choses inouïes, par exemple, en faisant des recherches parfois un peu hasardeuses, un peu de bric et de broc, hein, c'est pas facile, on ne sait pas son métier, malheureusement on a aussi autre chose à faire, c'est que par exemple je tombe sur comment s'appelle les prophéties de Nostradamus. Je tombe sur Nostradamus. Enfin, je lis un texte que m'envoie Daniel Norcou sur les origines juives de Nostradamus. J'ignorais complètement Nostradamus et les origines juives. Là, je ne m'étais jamais beaucoup intéressé à Nostradamus non plus. Donc, je lis 2 biographies de Nostradamus et je découvre que, alors je le dis dans mon livre, j'avoue que j'ai un peu oublié là maintenant le degré de parenté, mais son grand-père ou son arrière-grand-père s'appelle carrément Davin de Carcassonne. Et qu'en fait, Nostradamus, ils se sont convertis. Là, ça fait assez rigolo. Et puis, je fouille un peu le truc et je découvre, et ça, je trouve ça typique du judaïsme, mais aussi du judaïsme en tant qu'il est victimisé à travers les siècles, c'est que ce pauvre Nostradamus, qui était plus juif, dont les grands-parents s'étaient convertis, on a cessé d'écrire à son propos, parce que quand on regarde un peu sa vie, c'est un peu le professeur Raoult de l'époque. Hein. Il est dans son coin, il invente des potions, des filtres. Il est assez connu, hein, il est même assez célèbre. Il va un peu partout, alors il ira à la télé aujourd'hui. Voilà. Et bien, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'être juif. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il prend un pamphlet, c'est pour lui rappeler qu'il est juif. Il n'est plus depuis 2 générations. Voilà. Donc, ça m'a fait penser évidemment à ce lien qui, j'espère, court dans le livre, qui est l'irrémissible de l'être juif. C'est-à-dire le fait que, quoi qu'on veuille, on ne peut pas échapper à cette partie-là de l'identité, moi, bien sûr, peut-être de la refouler complètement ou de se convertir. Je parle beaucoup de la conversion. Moi, j'ai eu, pas à me raconter toute ma vie, mais j'ai eu à un moment donné, quand j'étais comme beaucoup de gens jeunes, je pense une petite tentative comme ça, un peu plus, je pense que j'étais plus travaillé par l'idée
de la croyance. Enfin, et j'avais beaucoup d'amis catholiques, alors je me suis dit, est-ce que ça a un sens d'être juif, s'ils ne vont pas se convertir, au moins je sais où est l'église, etc. Puis je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je sais que jamais je voudrais me convertir. Et quand je parlais à Nour, qui est donc grec catholique, et qui appartient à une minorité qui a été victimisée comme les chrétiens d'Orient, ont et sont encore, évidemment, aujourd'hui totalement en but à un certain nombre de, dans des pays d'éradication totale, dans d'autres pays de problèmes dans le monde arabe actuel, elle ne se convertirait pour rien du monde. Elle m'a d'ailleurs dit qu'un riche fiancé lui avait proposé ça, qu'elle avait refusé, et que donc il n'y avait pas de raison qu'elle accepte maintenant. Et c'est vrai que la notion de minorité comme une notion à laquelle on s'accroche, mais il ne faut pas s'y cramponner. En tout cas, moi, je préfère additionner que me cramponner, mais c'est une notion qui vous porte comme un roc. Il y a dans mon livre, où je sors d'une émission de radio où le journaliste Frédéric Aziza avait la gentillesse de citer une très belle phrase de Léo Strauss, qui est une phrase sur la conversion, qui est une phrase qui est magnifique. Je pense que je ne sais pas si je la retrouverai, mais je la cite dans le... ça s'appelle... Bon, en tout cas, c'est une phrase de Léo Strauss absolument magnifique et qui dit vraiment à quel point la conversion est impossible, même si on n'est pas religieux, même si on n'est pas, même si on ne respecte pas un certain nombre de règles, et que la conversion est la chose qui va finalement faire basculer presque la pierre angulaire du judaïsme. Il y a d'ailleurs tout un débat assez intéressant sur le fait que Maïmonide se soit converti, parce qu'on pense, je ne suis pas sûr qu'il y ait de certitude, mais que Maïmonide se serait peut-être converti de force, qu'il était poussé à la conversion au moment où il était à Fès, parce qu'il va, vous savez, vivre en Égypte après. Il va devenir d'ailleurs un personnage essentiel de la communauté juive du vieux Caire, Phostate, mais il y a une petite possibilité qu'il ait été forcé de se convertir à un moment donné. Et cette question de la conversion, elle est assez essentielle, parce que là aussi, c'est ce que montre très bien l'histoire presque drôlatique de Nostradamus, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, ce qu'on a reproché, toute l'histoire, il y a vraiment des historiens bien plus savants que moi et passionnants là-dessus, je vous renvoie à ce qu'a écrit Yerushalmi là-dessus, parce que c'est absolument passionnant, l'historien israélo-américain Yerushalmi, c'est sur les conversos et sur la conversion en Espagne et au Portugal. En fait, ça leur a servi strictement à rien, puisqu'ils se sont fait tuer quand même, parce qu'ils étaient juifs, ils se sont convertis parce qu'on les a forcés, mais une fois convertis, on leur a dit « Ah, mais vous êtes convertis ». Donc en fait, ni juifs ni convertis n'allaient à la société de cette époque. D'où cette notion très intéressante, c'est pas pour la coupe à mon sujet, mais c'est passionnant, du maranisme, c'est-à-dire qu'on va vivre forcé de rester un pied dans sa foi, un pied ailleurs. Et ça, c'est quand même aussi assez passionnant. Voilà, j'ai tellement parlé que... Est-ce que vous voulez qu'on dialogue un peu pour m'éviter de monologuer comme Fidel Castro, jadis, ou Chavez? Non, je ne m'assierai jamais avec Fidel Castro. Il avait, dit-on, beaucoup de succès avec les femmes. Oui, mais... Pas auprès de vous. Je crains que non. Donc, je vous remercie infiniment. C'était très, 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 très intéressant. Et bon, avant de passer la parole, j'aurais une question, parce que vous évoquez votre famille de juifs provençaux, mais il me semble que votre maman est une famille d'origine alsacienne, mais qui en réalité vient d'Allemagne. Oui. Et d'autre part, je crois me souvenir que lorsque votre père est né, oui, c'est finalement votre grand-père maternel qui l'a déclaré, et je crois qu'il s'appelle Polak. Il s'appelait Polak, et Polak, donc ça veut bien dire de Pologne. Que savez-vous un peu de ces autres? Alors, je vais vous dire, je ne sais pas, ce sera peut-être l'objet d'un prochain livre, mais ce que j'ai découvert qui m'a beaucoup frappé, c'est pas non plus, c'est juste frappant parce que l'histoire du judaïsme, surtout quelqu'un comme moi qui finalement vécu très protégé, hein, je me suis rendu compte que les deux cimetières des deux côtés de ma famille avaient été tous les deux profanés. Carpentras, tout le monde le sait, c'est une profanation, hélas, dont on se souvient tous. Voilà, qui a été quand même... Et d'ailleurs, c'est ma première manifestation. C'est la première fois que je suis allé manifester. J'étais tout jeune, je sais pas quel âge j'avais, mais je suis allé manifester. Il y avait une manifestation contre la profanation du cimetière des Carpentras. Et j'ai découvert
il n'y a pas longtemps, en fait, en parlant avec des cousins du côté de ma mère, qui s'appelle Eschwege, de son nom de jeune fille, qui est donc un nom d'un village, enfin d'une ville en Allemagne, Eschwege, que leur cimetière familial de Quatzenheim avait été profané en 2019. Ça, je vais rajouter in extremis dans mon livre, parce que ça m'a beaucoup frappé que des deux côtés de la mémoire familiale, si vous voulez, il y ait deux cimetières. Parce que le cimetière dans le judaïsme, évidemment, c'est important, et le cimetière profané, c'est quand même, des deux côtés, ça va sembler fort. Les cimetières sont assez présents dans ce livre, je veux dire, mais, parce qu'il y a le cimetière du côté de Nour, et puis il y a le cimetière de Beyrouth que j'ai visité, et dans lequel j'ai trouvé des cimetières juifs de Beyrouth, qui est intact, hein, qui est protégé, qui est intact, ça c'est quand même assez important, ce n'est pas non plus le cas dans tous les pays, et il contient, à ma grande surprise, beaucoup de tombes de gens qui viennent difficilement d'Europe de l'Est, parce que quand il y a eu des migrations en fait, juives d'autres pays arabes, les gens sont venus, comme toujours, les gens venaient de plein d'endroits, et en fait, Beyrouth était une capitale à l'époque très libre et pas du tout, voilà, qui n'en imposait rien de spécial. Donc en fait, il y a eu un moment, il y a plusieurs livres qui étaient consacrés à ça, il y a eu un moment, la population juive au Liban a monté, je crois, jusqu'à 50 000 personnes, parce qu'il y avait des migrations d'Égypte, de Syrie, d'Irak, de gens qui venaient de quatre coins de la région, qui voulaient rester dans une région qu'ils connaissaient, dont ils parlaient la langue, et ils se sentaient plus à l'aise là. Donc c'est assez intéressant parce que le cimetière est un très bon révélateur généalogique. Et votre livre s'appelle Le Retour du monde. Est-ce que vous avez des questions avant de voir si en Zoom il y en a d'autres? Moi, je voulais juste dire, quand j'ai lu le message du sœur de généalogie et j'ai vu votre nom Carcassonne, j'ai tout de suite pensé que c'était le nom acquis sous le Premier Empire. Non, donc, écoutez. Est-ce que tous les Carcassonnes aussi lointainement que j'ai pu remonter en termes de recherche et d'historiens qui s'appuient. Parce qu'en fait, comme c'est assez précis, si vous voulez, les historiens là-dessus, c'est un corpus assez étroit. Hein, et vous avez des gens qui se sont amusés à compter en fonction de l'onomastique, le nombre de Carcassonne, le nombre de Crémieux, le nombre de. Si vous voulez, pour vous donner par exemple une anecdote assez marrante. J'avais, quel âge, 18 ans, je pense, ou 19 ans, je préparais des examens à la bibliothèque de la maison de Balzac, rue Renoir, parce que mes parents habitaient pas loin. Donc, j'étais là, ma table. Un monsieur s'avance vers moi, c'est élégant, de costume, 3 pièces, à un certain âge, Légion d'honneur, et me dit « Bonjour monsieur, vous êtes mon cousin ». Vous l'avez la tête. Je regarde ce monsieur, très beau comme ça, un visage très provençal, un visage du Sud maintenant. Et je regarde et je fais « Bon, vous êtes mon cousin, mais je ne savais pas. » Si, voilà, je suis permis, j'ai vu votre nom sur la fiche de la bibliothèque, vous appelez Carcassonne, et moi, je suis le gendre d'Armand Lunel, qu'on appelait le chantre judéo-comtadin. Et Armand Lunel a été le grand écrivain un peu du coin, et ces gens très gentils m'invitent chez eux à déjeuner, pas loin, j'habitais juste à côté. Et ils me racontent comment ça me racontait l'histoire de leur famille, etc. C'est-à-dire, cette idée de cousinage, si vous voulez, est très propre aux minorités. Parce que quand vous êtes, évidemment, noyé dans la majorité, c'est un peu difficile de savoir qui est qui par rapport à qui. Là, en fait, les Lunel, les Valabrègue, les Crémieux, les Vidal, Naquet, qui sont devenus des Vidal-Naquet, les Astruc, absolument, les Astruc. Alors, l'autre petite fille d'Armand Lunel est une Astruc. Parce que son père était épousé deuxième fille Lunel, qui est Astruc. Bon, par exemple, là, il y a une généalogie. Bon, et moi, je sens peut-être désagréable pour l'endroit où nous sommes, la généalogie, a priori, ne disait rien, mais elle s'est mise à me passionner dans ce livre, pas tant en tant qu'elle-même, mais en tant qu'elle révèle des choses, justement des liens, si vous voulez, tissés à travers les siècles. Donc, aussi loin, pour vous répondre, aussi loin que je suis remonté, j'ai toujours trouvé Carcassonne. Je pense que ce sont des Juifs venus avec les Romains, parce qu'on sait quand même qu'il y a une grande migration romaine qui s'est installée dans la Narbonnaise. Ils se sont probablement installés autour de Narbonne, puis de villes comme Carcassonne. Ils ont dû prendre le nom de Carcassonne, rester là. Et puis, quand il a fallu bouger là, du Languedoc vers
c'était pas loin, hein, vers le Cantal vénessin, la Provence, ils se sont installés là. Je pense que c'est l'explication la plus probable. J'ai beaucoup demandé aussi à Paul Salmona parce qu'il a fait beaucoup de recherches sur l'archéologie. L'archéologie est très intéressante et on a quand même pas mal de traces archéologiques assez précises.